La famille de ma femme a essayé de me forcer à élever son bébé adultérin même après que l'ADN a prouvé que je n'étais pas le père, son père m'a traité de lâche. Si vous m'aviez demandé il y a 3 ans comment je voyais mon avenir, j'aurais dit quelque chose de simple: épouse, maison, enfant, retraite un jour au bord d'un lac. Rien d'extraordinaire. Je ne cherchais pas à devenir riche ou à vivre des aventures, juste la paix. Elle s'appelait Madison. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue d'un ami commun quand nous avions 26 ans. Elle avait un rire facile, le genre de rire qui ressemble à un rayon de soleil, et une étincelle dans les yeux quand elle parlait de vouloir une grande famille. Je suis tombé amoureux très vite. En 2 ans, nous étions mariés, une petite cérémonie à la maison du lac de ses parents. Ce n'était pas extravagant, mais c'était parfait. Madison était tout ce que je pensais vouloir. Elle était drôle, attentionnée, et chaque fois que je rentrais à la maison après de longues journées sur le chantier de construction, elle me donnait l'impression que tout cela en valait la peine. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il n'a pas fallu longtemps avant que les choses commencent à changer. Au début, les changements étaient minimes. Madison a commencé à rester tard au travail. Au début, c'était logique, elle avait obtenu une promotion au poste de directrice de bureau dans la petite entreprise de marketing où elle travaillait. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Mais ensuite, les petites choses ont commencé à s'accumuler: les rendez-vous annulés, les voyages qu'elle disait devoir faire pour le réseautage, et les changements soudains de mots de passe sur son téléphone. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que j'étais peut-être juste dans le besoin. Un soir, je suis rentré à la maison après un long quart de travail, épuisé, et je l'ai trouvée sur le canapé, son ordinateur portable ouvert. Je me suis assis à côté d'elle, essayant de garder une ambiance légère. Longue journée, ai-je demandé en me passant une main dans les cheveux. Elle a levé les yeux et m'a adressé un sourire distrait. Oui, je termine juste quelques emails. Désolé d'avoir manqué le dîner, encore une fois. C'est bon, vraiment, ai-je dit, essayant de me convaincre. Content que tu obtiennes cette promotion que tu voulais. Elle a hoché la tête distraitement, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont elle évitait mon regard. J'ai ravalé la boule dans ma gorge, me disant que ce n'était rien, juste mes nerfs. Le lendemain, elle était déjà partie quand je me suis réveillé pour le travail, et quand je suis rentré, elle était de nouveau au bureau. C'est à peu près à cette époque que nous avons commencé à parler d'avoir un bébé. Madison avait toujours parlé de vouloir une grande famille, et j'étais d'accord. Je pensais que ce serait la prochaine étape naturelle. Mais quand nous avons commencé à essayer, il y avait toujours une raison de remettre à plus tard. Nous devrions attendre un peu plus longtemps, disait-elle, jusqu'à ce que nous soyons plus stables, tu sais. Je ne voulais pas lui mettre la pression, je voulais la croire. Après tout, c'est elle qui en avait parlé la première. Un soir, je préparais le dîner, et elle est rentrée plus tard que d'habitude. Elle avait l'air fatiguée mais a quand même réussi à me faire ce sourire que seule elle savait faire. « Tu vas bien ?» ai-je demandé en posant la spatule et en m'essuyant les mains sur une serviette. « Oui » a-t-elle dit. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, juste une longue journée. Je voyais qu'elle était distraite, alors j'ai changé de sujet. « Et, quand penses-tu que nous devrions commencer à regarder des articles pour bébé ?» Elle m'a regardé, et son expression s'est adoucie. « Je veux juste que nous soyons prêts, coupe, tu sais. » J'ai hoché la tête, mon cœur battant un peu plus vite. « Je sais. Je veux ça aussi. » Elle m'a fait un petit sourire fatigué avant de m'embrasser sur la joue. « Nous y arriverons, je te le promets. » Et c'était suffisant. Je voulais la croire, avoir confiance que les choses s'arrangeraient. Et je l'ai fait jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Au début, j'étais fou de joie. J'ai pleuré quand elle m'a montré le test. Nous avons pleuré ensemble. Nous l'avons dit à tout le monde immédiatement. Ses parents ont organisé un grand dîner d'annonce chez eux. Je me souviens de la joie, de l'excitation, tout le monde nous félicitait. C'était censé être le début de quelque chose de beau. Mais quelque chose n'allait pas. Je l'ai mis sur le compte de la nervosité, ou peut-être simplement du fait d'être dépassé. Mais les petites choses ont commencé à s'accumuler. La chronologie n'avait pas de sens. Les calculs ne concordaient pas avec la date à laquelle elle disait avoir conçu. Nous n'étions même pas vraiment intimes à l'époque. Elle était distante, et je continuais à me dire que c'était juste le stress du travail, peut-être son nouveau rôle dans l'entreprise de marketing. Mais quand même, quelque chose en moi n'arrêtait pas de me tirailler.
Et puis est venu le véritable coup dur, le test sanguin prénatal. Nous l'avons fait pour dépister tout problème potentiel de début de grossesse. Je ne le savais pas à l'époque, mais il comprenait également un test de paternité. Le médecin l'a mentionné avec désinvolture lors d'un rendez-vous de suivi. Vous savez, le test sanguin permet également de déterminer la paternité, a-t-il dit, presque comme une réflexion après coup. J'ai hoché la tête, n'y pensant pas beaucoup. Oui, j'ai pensé. Faisons cela aussi. Pour moi, c'était juste par curiosité, pour voir comment cela fonctionnait, à quoi ressemblait le test. Mais quand les résultats sont revenus, je n'étais pas le père. Au début, j'ai pensé qu'il devait y avoir une erreur. Les mots ne voulaient pas s'enregistrer. J'ai demandé au médecin de me l'expliquer à nouveau, comme s'il s'était peut-être trompé. Êtes-vous sûr c'est bien le bon test, n'est-ce pas? Non, ça ne peut pas être possible, ai-je balbutié. Le médecin m'a regardé sérieusement, mais son ton est resté calme. Le test est très précis, Cooper. Si vous avez encore des doutes, nous pouvons le refaire, mais les résultats sont clairs. Je suis sorti du bureau dans un état second. Mon esprit était en ébullition. Ce ne pouvait pas être vrai. J'ai essayé d'appeler Madison dès que je suis monté dans le camion, mais les mots ne voulaient pas sortir. Je ne l'ai donc pas confronté tout de suite. Je devais être sûr. Je ne pouvais pas me laisser tomber dans un cauchemar sans en avoir la certitude. J'ai payé de ma poche pour un test privé. Ce furent 2 semaines à errer comme un fantôme dans ma propre maison, à faire semblant que tout allait bien. 2 semaines à regarder Madison vivre sa vie comme si rien n'avait changé, tandis que je perdais peu à peu prise sur la réalité. Elle me demandait ce qui n'allait pas, et je balayais la question du revers de la main, lui disant que j'étais juste fatigué du travail, et elle me croyait, pensant que ce n'était qu'une phase. Mais à l'intérieur, tout se brisait. Quand le deuxième résultat est arrivé, il l'a confirmé, à 100%. Ce n'était pas mon enfant. Je n'ai pas attendu. Ce soir-là, je l'ai confrontée. Elle a pleuré, m'a supplié de comprendre. M'a dit que ce n'était qu'une erreur, que cela ne signifiait rien, qu'elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. C'était comme si la question me brûlait la poitrine depuis des mois avant que je ne puisse enfin plus la retenir. Depuis combien de temps, Madison, ai-je demandé, ma voix basse, mais tremblante d'une rage que je ne me connaissais pas. Depuis combien de temps es-tu avec lui? Son visage s'est effondré. Les larmes coulaient plus fort. Elle ne ressemblait plus à la femme que j'avais épousée. Ce n'était qu'une nuit, ça ne voulait rien dire. Je le jure. Je sentais mon pouls battre dans mes oreilles, le sang rugir dans ma tête, alors qu'elle insistait. Non, vraiment, ce n'était qu'une nuit. Où était-ce quelque chose de plus? Elle a baissé la tête. Le poids était trop lourd. Ce n'était pas seulement une fois. C'était une liaison. Avec Jason. Un gars du travail. Mon estomac s'est noué. Jason, il est marié. Madison, sa femme n'est pas au courant, n'est-ce pas? Elle a secoué la tête. Non, personne ne le sait. Je suis resté là, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Je n'ai même pas fait mes valises. J'ai juste pris un sac à dos et je suis parti ce soir-là. Naïvement, je pensais que la famille de Madison comprendrait pourquoi je ne pouvais pas rester. Je pensais qu'ils seraient furieux contre elle, furieux de ce qu'elle avait fait, de la façon dont elle m'avait trahi. Mais au lieu de cela, j'ai reçu des appels, des textos et même une lettre manuscrite de sa mère, tous disant la même chose: la famille est plus que le sang. C'est ce que disait la lettre de sa mère. Tu as fait un vœu. Le bébé est innocent. Il a besoin d'un père. Je sentais la colère monter en moi, mais ce n'était plus contre Madison, c'était contre eux. Ils ne pouvaient pas voir ce qu'elle avait fait. Ils ne pouvaient pas comprendre que je ne pouvais pas simplement tout oublier. Je me suis emporté contre elle. L'enfant a besoin d'un père, n'est-ce pas? Je ne suis pas le père. C'est vrai aussi. Alors va voir le vrai père et supplie-le. Un soir, son père m'a coincé devant mon appartement. Son visage était rouge, ses poings serrés sur les côtés. Tu abandonnes tes responsabilités, Cooper, a-t-il craché. C'est ce que tu fais. Tu as juré d'être là pour elle, pour la famille. J'ai secoué la tête, ayant l'impression de m'étouffer. Votre fille a également juré de renoncer à tous les autres. Elle a oublié son vœu. J'ai oublié le mien. Mais il s'en fichait. Il a continué à me crier dessus, comme si la trahison de sa propre fille n'avait aucune importance. Un test ADN ne fait pas de toi un père. S'avancer et élever un enfant, ça, oui,
a-t-il dit. J'ai alors répondu trouver le vrai père alors et laissez-moi en dehors de ça. Pendant ce temps, Madison a lancé une campagne. Elle m'envoyait des photos d'échographie, des images de la chambre de bébé qu'elle aménageait la même pour laquelle nous avions choisi les meubles avant que je ne connaisse la vérité. Elle a même eu l'audace de dire à nos amis communs que j'étais cruel, que je punissais le bébé pour quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Et oui, parfois la culpabilité me rongeait. Non pas parce que je pensais qu'ils avaient raison, mais parce qu'une partie de moi voulait être l'homme que j'avais imaginé être mari, père, pourvoyeur, protecteur. L'homme qui ne part pas quand les choses deviennent difficiles, l'homme qui arrangerait tout sauf que rien de tout cela n'était réel. Avance rapide jusqu'à la naissance. Elle a commencé le travail, et je suis resté à l'écart. Même si la mère de Madison m'a appelé au milieu de la nuit, en pleurant, en disant Madison a besoin de toi. Elle a besoin de toi, Cooper, s'il te plaît. Sa voix se brisait au téléphone. J'ai répondu ce dont elle avait besoin, c'était de ne pas avoir de liaison. Elle avait besoin de ne pas ouvrir les jambes pour un homme qui n'était pas son mari. Maintenant, elle doit aller voir l'homme qui l'a mise enceinte. Je me suis assis dans le noir, fixant le plafond, mon cœur battant la chamade. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas y aller. Pas après tout ça. 2 semaines plus tard, la meilleure amie de Madison, Sam, m'a contacté. Elle était la dernière personne à qui je m'attendais à avoir des nouvelles. Elle a demandé à me rencontrer, a dit qu'il y avait des choses que je devais savoir. J'ai failli ne pas y aller. J'étais épuisé, fatigué du drame, fatigué des manipulations, fatigué d'avoir l'impression d'être pris au piège d'un feuilleton tordu. Mais la curiosité oui, la curiosité a eu raison de moi. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville. Sam avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle n'arrêtait pas de jouer avec sa tasse de café, faisant tourner la cuillère sans prendre une gorgée. Il y a eu 10 minutes de bavardage et de silence gênant avant qu'elle ne finisse par lâcher le morceau. Madison savait que le bébé n'était pas le tien avant même de te dire qu'elle était enceinte. Je l'ai regardée, clignant des yeux. Mon esprit ne l'a pas traitée au début. Ma voix sonnait étrange, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Sam a dégluti difficilement, ses yeux se dirigeant vers la fenêtre comme si elle voulait s'échapper. Elle savait, Cooper. Elle essayait de te piéger. Me piéger. Je me suis penché en avant, mon estomac se retournant. De quoi diable parles-tu? Elle a sorti son téléphone, ses doigts tremblants en faisant défiler l'écran. Jason, il lui a dit qu'il ne quittait pas sa femme. L'a clairement fait comprendre. Alors Madison a paniqué. Elle ne voulait pas être une mère célibataire. Elle ne voulait pas de la honte ici en ville. Elle a donc pensé qu'il serait plus facile de prétendre que c'était le tien. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, comme de l'eau glacée. Sam a poussé son téléphone sur la table. L'écran s'est allumé avec des messages textes. Des conversations entières. Le nom de Madison en haut. Je peux le convaincre que c'est le sien. Il est tellement excité, il ne remettra jamais cela en question. Une fois que le bébé sera là, cela n'aura plus d'importance. Ma poitrine s'est serrée, chaque mot frappant comme un marteau. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un coup d'un soir tragique. Ce n'était pas un manque de jugement alimenté par le remords. Non, c'était délibéré. Une trahison planifiée, si profonde qu'elle me donnait la chair de poule. J'ai regardé samedi. Elle a planifié ça. Sam a hoché la tête, des larmes lui montant aux yeux. Je suis désolé, je ne l'ai su qu'après. Je lui ai dit qu'elle était folle, je lui ai dit que ce n'était pas bien, mais elle n'a pas voulu écouter. Je me suis assis, engourdi. Oh mon Dieu. Après cela, j'ai coupé les ponts complètement. J'ai changé de numéro, j'ai bloqué toute sa famille. J'ai envoyé une lettre officielle par l'intermédiaire de mon avocat, en précisant absolument que je ne voulais aucune responsabilité légale, que je ne signerais pas l'acte de naissance, que je ne revendiquerais aucune paternité rien. Madison a essayé de se battre au début, en utilisant différents numéros de téléphone, adresse email. Elle envoyait ses longs textos décousus, paragraphe après paragraphe suppliant, accusant, suppliant, accusant à nouveau. J'ai arrêté de les lire après les premiers. À quoi bon? Ce n'était que du bruit, une campagne désespérée pour réécrire l'histoire, pour se faire passer pour la victime et moi pour le méchant. Elle a également laissé de longs messages vocaux. Je regardais les notifications d'appels manqués s'accumuler et je les balayais simplement. Parfois, j'écoutais le début,
j'entendais le tremblement dans sa voix, les fausses larmes qui commençaient et je raccrochais avant même que la culpabilité ne commence à s'installer. Elle a tout essayé. La culpabilité était son arme préférée. Tu abandonnes un enfant innocent. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Je pensais que tu valais mieux que ça. Le pire, c'est quand elle a dit tu as promis que tu serais là pour tout. Comme si c'était moi qui brisais les vœux. Comme si ses mensonges, sa trahison, son plan pour m'enchaîner à une vie bâtie sur la tromperie n'avait aucune importance. Et quand la culpabilité ne fonctionnait pas, elle recourait aux menaces. Elle a dit qu'elle allait rendre l'affaire publique. Je l'ai mise au défi de le faire. En fait, je lui ai proposé de le faire moi-même et de partager les résultats du test ADN. Quelques jours plus tard, elle a rappelé. Elle a dit qu'elle dirait à tout le monde que j'étais un vaurien, que je l'avais abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi. Je l'ai à nouveau mise au défi. Fais-le. Dis au monde que tu as trompé ton mari et que tu es tombée enceinte d'un homme marié. Dis-leur que je suis un lâche, un monstre qui ne mérite pas le pardon. Je m'en fichais maintenant. Laisse-la crier dans le vide et tordre la vérité dans n'importe quelle forme hideuse dont elle a besoin pour dormir la nuit. Laisse les gens qui ne connaissent que la moitié de l'histoire me juger, chuchoter, me regarder. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Aucun d'entre eux n'a à vivre avec la réalité que j'ai vécue. Je n'allais pas passer ma vie enchaînée à un mensonge. Je n'allais pas élever, chaque jour, un rappel vivant de la façon dont la femme que j'aimais, la femme avec qui j'avais planifié mon avenir, m'a poignardé dans le dos et a ensuite souri pendant que je saignais. Cela fait maintenant presque 1 an. J'ai déménagé à 3 villes de là. J'ai pris un nouveau départ, un travail différent, un appartement différent, une version complètement différente de moi-même. Honnêtement, la thérapie m'a sauvé la vie. Je me souviens de la première séance, assis là, les bras croisés, à peine capable de regarder la thérapeute dans les yeux. Elle a juste dit tu as survécu. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti l'armure que j'avais construite autour de moi commencer à se fissurer. Elle m'a aidé à réaliser que partir n'était pas une faiblesse, mais une force. Madison publie toujours des photos en ligne. J'en entends parfois parler quand un ami commun le mentionne inévitablement. Tu as vu ce qu'elle a posté, les premiers pas du bébé, ils le disent comme si c'était normal, comme si nous étions encore censés faire partie de la vie de l'autre. Je ne regarde pas, je ne demande pas, je m'en fiche. Je ne déteste pas l'enfant. Vraiment pas. J'espère qu'il aura une bonne vie, une vie meilleure que celle dans laquelle il est né. Mais il n'est pas à moi. Malgré tout ce que Sam m'a montré, malgré tout ce que j'avais découvert, il a fallu beaucoup de temps pour que la rage s'apaise. Au début, c'était une fureur bouillante, pas seulement contre Madison, mais contre moi-même. Comment n'ai-je pas vu ça? Comment ai-je pu la laisser me manipuler comme ça? Certaines nuits, je restais éveillé, fixant le plafond, l'obscurité m'écrasant comme si elle m'étouffait, rejouant chaque conversation, chaque baiser, chaque je t'aime, me demandant combien de tout cela était un mensonge, combien de tout cela était elle me voyant non pas comme un mari, mais comme un filet de sécurité. Je me suis obsédé sur les détails, les choses que j'avais ignorées auparavant, les choses que je m'étais dit n'avaient pas d'importance. Avec le temps, elles sont devenues des drapeaux rouges fluorescents, impossibles à ignorer, comme la façon dont elle vérifiait toujours son téléphone sous la table, riant à des textos qu'elle n'expliquait jamais. Les voyages d'affaires où elle revenait avec une odeur d'eau de Cologne qui n'était pas la mienne, la froideur au lit, la façon dont elle se détournait avant même d'éteindre la lumière. Les disputes pour rien, la façon dont elle cherchait la petite bête, cherchant n'importe quelle excuse pour se mettre en colère, pour créer de la distance. À l'époque, je pensais que c'était peut-être le stress. Peut-être que le travail la fatiguait. Peut-être que je n'étais pas assez présent. Mais maintenant, je sais que je n'étais pas fou. Je ne voulais tout simplement pas le voir. 6 mois après la finalisation des papiers du divorce, je suis tombé sur le père de Madison à l'épicerie, de tous les endroits. Dans le rayon des surgelés, à côté des plats cuisinés au micro-ondes, comme si nous étions des personnages d'un mauvais feuilleton que personne ne prenait la peine d'éteindre. Je l'ai vu le premier. J'ai essayé de faire demi-tour, de détourner mon chariot et de sortir avant qu'il ne me remarque, mais pas de chance. Il s'est précipité vers moi, le visage rouge, titubant. Je pouvais sentir l'alcool sur lui, même à plusieurs mètres de distance. « Cooper » a-t-il bredouillé en me pointant du doigt la poitrine, « tu es un lâche. » Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, à le regarder pendant que les acheteurs ralentissaient leur chariot pour assister au spectacle.
Tu as abandonné ton fils, a-t-il crié. Ton fils Madison fait tout toute seule parce que tu es trop faible pour te montrer à la hauteur. Sa voix a résonné dans toute l'allée, faisant écho sur les portes des congélateurs. Je ne me suis pas retenu. Ta fille est une pute. Elle a couché avec la moitié de la ville. Elle ne sait même pas qui est le père. Le test ADN prouve que ce n'est pas moi, et j'ai ajouté tu as élevé une salope. Tu es un raté en tant que père. Il s'est tu. Je suppose qu'il ne s'attendait pas à ce que je riposte. Et quand j'y repense maintenant, je reconnais que ce n'était pas mon meilleur moment. Mais ils ne se sont jamais souciés de ce que Madison avait fait, ou de ce qu'elle avait prévu. Ils se souciaient des apparences. Ils se souciaient de préserver leur conte de fait intact, même s'il était construit sur des mensonges. Il n'a jamais été question de moi. Il n'a jamais été question d'amour, il a toujours été question de contrôle. Il en a toujours été ainsi. Mais voici ce qui se passe quand on traverse le feu. Si on survit, on en ressort plus fort. On en ressort en sachant exactement qui on est. À partir de là, j'ai commencé à construire une nouvelle vie. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens qui ne connaissaient pas Madison, qui ne me regardaient pas avec pitié ou jugement. Je suis retourné à l'école, à temps partiel. J'ai suivi des cours le soir, après le travail. J'ai terminé mon diplôme en gestion de la construction. J'ai été promu, et maintenant je construis ma propre maison. Construire ma maison n'était pas seulement une question de briques et de bois. Il s'agissait de récupérer quelque chose que j'avais perdu, un rêve que j'avais enterré en essayant de construire un avenir avec quelqu'un qui n'était jamais vraiment engagé envers moi. Lentement, les cauchemars se sont estompés. La rage s'est apaisée. Elle s'est durcie en quelque chose qui ressemble à une cicatrice. Toujours là, mais qui ne saigne plus. Puis, il y a 3 mois, presque exactement 1 an après le divorce, j'ai reçu une lettre manuscrite, sans adresse de retour. Au début, j'ai failli la jeter. J'ai pensé que ce serait une autre tentative pathétique de Madison de se frayer un chemin dans ma vie. Mais quelque chose, peut-être l'écriture tremblante, peut-être juste la curiosité m'a fait l'ouvrir. C'était de la femme de Jason. Je me suis assis lourdement sur le bord du canapé, relisant les premières lignes avec incrédulité. Il s'avère que la vérité finit toujours par se savoir, peu importe combien on essaie de l'enterrer. Jason avait été pris, pas seulement avec Madison, avec plusieurs femmes. Son mariage a implosé. Sa femme a demandé le divorce, a pris la moitié de tout, et au milieu du chaos, elle a trouvé quelque chose d'autre, a-t-elle écrit. Je pensais que tu méritais de savoir. Jason avait secrètement fait faire un test de paternité après la naissance du bébé de Madison et le résultat était que Jason n'était pas le père non plus. Je suis resté assis là, la lettre tremblant dans mes mains, relisant cette phrase encore et encore, comme si je l'avais mal comprise. Mais non, c'était clair. Définitif. Jason, l'homme pour qui Madison a détruit notre mariage. L'homme à qui elle s'est accrochée quand elle a réalisé que je n'allais pas jouer son jeu n'était pas le père. Je me souviens avoir murmuré dans la pièce vide Jésus-Christ. Et l'écho m'est revenu, comme une cruelle plaisanterie. Le bébé n'est pas le mien, ce n'est pas celui de Jason, c'est celui d'un autre gars. Mon esprit est revenu à ce que j'avais dit au père de Madison. Elle a couché avec la moitié de la ville, et elle ne sait pas qui est le père. Personne ne le sait. Elle a couché avec tellement d'hommes qu'il est impossible de savoir. Et sur ce mensonge, sur cette tromperie dans la tromperie, Madison a construit toute sa vie, toute sa campagne de chantage émotionnel, toute sa croisade pour me faire passer pour un monstre, tout basé sur des mensonges, encore des mensonges, encore des mensonges. Quand j'ai fini de lire cette lettre, j'ai juste ri. Ce n'était pas un rire amer, ce n'était pas de la rage, c'était un rire libre. Il a jailli de ma poitrine, me surprenant presque, comme si j'avais enlevé un lourd manteau que je portais depuis des années sans le savoir. Pour la première fois, j'ai compris que ce n'était jamais à propos de moi. Madison ne pleurait pas pour moi, elle ne pleurait pas pour nous, elle pleurait pour la vie qu'elle pensait pouvoir manipuler, pour la sécurité facile qu'elle pensait pouvoir m'extorquer avec la loyauté et la culpabilité. Et moi, enfin, j'avais échappé. Quelques semaines plus tard, je prenais des bières avec mon ami Travis après le travail. Nous étions au bar, sirotant nos boissons, quand il s'est penché et a dit « Tu penses te remarier un jour ?» Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il me demandait si je voulais une autre tournée. J'ai pris une gorgée de ma bière, sentant le calme frais et constant s'installer en moi. Peut-être, ai-je dit, si la bonne personne se présente, mais je ne cherche pas. Travis a haussé un sourcil. Ouais, ai-je dit.
Je ne cours plus après ce modèle de vie parfaite. Plus maintenant. Je ne sacrifie plus ma paix pour réparer les promesses brisées de quelqu'un d'autre. Il a laissé échapper un faible sifflement, faisant teinter sa bouteille contre la mienne. On dirait que tu as tout compris, mec. J'ai souri. Peut-être bien. Et si cela fait de moi le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, tant pis. Au moins cette fois, je suis le héros de ma propre histoire. Maintenant commence la deuxième histoire. Je n'aurais jamais pensé être ce type, celui qui a une femme infidèle et un enfant et qui leur tourne le dos. Mais la vie a un sens de l'humour tordu, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter comment tout cela s'est passé. Je suis marié à Eliana depuis 25 ans. 25 ans. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Nous avons élevé une fille ensemble, construit une vie à partir de rien, tout partagé ou du moins, c'est ce que je pensais. Il y a environ un an, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Eliana était plus froide, distante, distraite tout le temps, comme si son esprit était ailleurs. J'ai mis cela sur le compte du stress, d'une crise de la quarantaine. Peut-être qu'elle s'ennuyait, Dieu sait. J'ai essayé de l'ignorer. Mais avez-vous déjà eu ce pressentiment que vous ne pouviez tout simplement pas chasser cet émoi? Et mon Dieu, j'avais raison. Il s'avère qu'Eliana n'était pas seulement distraite. Elle était occupée avec un type de son bureau, Ézéchiel. Ils avaient une liaison depuis un an avant même que je ne soupçonne quoi que ce soit. Un soir, je n'en pouvais plus. Je l'ai confronté dans la cuisine après le dîner. Il y avait encore une odeur de poulet rôti au romarin, comme une cruelle plaisanterie sur la maison et le confort. Elle vérifiait son téléphone comme si de rien n'était. Eliana, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme, vois-tu quelqu'un d'autre? Elle n'a même pas bronché, n'a même pas pris la peine de baisser son téléphone. Elle m'a juste regardé, complètement calme, et a dit oui. Je vois Ézéchiel. Depuis environ un an. Juste comme ça. Pas d'excuses, pas de honte, comme si elle me donnait les prévisions météo. Ce n'est pas grave, a-t-elle ajouté, comme si elle apaisait un enfant. Tu dois arrêter d'être si vieux jeu. Je suis resté là, à la regarder, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Pas grave, 25 ans et elle a tout jeté comme si ce n'était rien, comme si je n'étais rien, mais ça empire. Notre fille, Zoé, avait 23 ans et allait se marier dans quelques mois. Elle avait toujours été ma petite fille. Elle m'appelait son héros quand elle était petite. Elle grimpait sur mes genoux et me disait que j'étais l'homme le plus fort du monde. Je me suis dit que si quelqu'un devait être de mon côté, ce serait elle. Alors, quand Eliana et moi l'avons assise pour lui parler de la liaison, je me suis préparé à la colère, aux larmes, à la loyauté. Au lieu de cela, Zoé a juste haussé les épaules. Maman est heureuse, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Tu devrais être content pour elle. Je n'arrivais pas à y croire. Vraiment pas. Et puis est venu le coup bas. Zoé, ma propre fille, a dit qu'elle voulait inviter Ézéchiel à son mariage. Il fait partie de la famille maintenant, a-t-elle dit, un sourire naïf et radieux sur le visage. Ce ne serait pas pareil sans lui. Partie de la famille maintenant, tu plaisantes? C'est là que ça m'a vraiment frappé. Ça m'a vraiment frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Les gens que je pensais être ma famille ne l'étaient plus. Ils avaient déjà pris leur décision. À leurs yeux, j'étais le méchant. Non pas parce que j'avais trompé, non pas parce que j'étais parti, mais parce que je n'allais pas rester les bras croisés et accepter la nouvelle normalité d'Eliana. J'avais passé des décennies, à me tuer au travail pour eux, à faire des heures supplémentaires, à manquer des voyages avec mes amis, à ravaler chaque petite déception, pour le bien de la famille, et maintenant j'étais un étranger dans ma propre maison. J'ai donc décidé de changer la donne. Ils voulaient réécrire les règles, très bien, je jouerais selon leurs règles. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat, un type nommé Randall, plus affûté qu'une punaise et qui valait chaque centime. Nous nous sommes assis dans son bureau, cette odeur de cuir et de café épais flottant dans l'air, et nous nous sommes mis au travail. Nous avons rédigé les papiers du divorce, beaux et propres, sans détails imprécis. Je me suis assuré de repartir avec ce qui m'appartenait, la maison, à moi le fonds de retraite, à moi. Zoé était adulte, donc au moins il n'y aurait pas de bataille de garde désordonnée pour nous entraîner dans la boue. Et Ézéchiel, a demandé Randall en tapotant le contrat avec son stylo. Je ne veux pas que son nom soit associé à quoi que ce soit qui me concerne, ai-je dit. Ni maintenant, ni jamais. Il a hoché la tête. C'est fait. Et voici où ça devient intéressant. Voyez-vous,
Eliana pensait que j'allais m'effondrer. Elle pensait que j'allais pleurer, supplier, faire n'importe quoi pour rester avec elle. Elle ne pensait pas que j'avais le cran de me battre. Alors, quand je lui ai remis ses papiers, froids comme la glace, elle a perdu le contrôle. Elle s'est mise à crier, juste là dans la cuisine, comme si c'était moi qui avais tout gâché. Tu ruines ma vie, a-t-elle hurlé. Moi, jetant les papiers sur le comptoir si fort qu'une tasse à café s'est renversée et s'est brisée. L'ironie, n'est-ce pas après tout ce qu'elle a fait, j'étais le méchant. Maintenant, avance rapide de quelques mois, jusqu'au mariage de Zoé. Je n'y suis pas allé. Non pas parce que je n'étais pas invité. Non, ils ont fait tout un cinéma pour me dire que je pouvais venir si je me comportais bien. Mais je n'allais pas m'asseoir là et regarder Ézéchiel jouer le beau-père pendant qu'Eliana se pavanait comme une pauvre femme abandonnée. À la place, je me suis assis et j'ai écrit une lettre à Zoé. Je lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais toujours, mais que je ne pouvais pas, en toute conscience, soutenir ses décisions. Que parfois, aimer quelqu'un signifie lui dire des vérités difficiles. Même quand elles font terriblement mal. Ce n'était pas facile, mon Dieu, ce n'était pas facile, mais parfois la vérité ne l'est pas. Le mariage a eu lieu sans moi. Et vous savez quoi, je n'ai pas débourré un seul centime, pas un sou. Eliana a dépensé une fortune pour cela. Apparemment, elle a dépensé toute sa moitié du règlement du divorce en fleurs, en traiteur tout le tralala. Je n'ai même pas eu à demander, les gens étaient impatients de raconter des ragots. Tu as entendu parler du mariage de Zoé, m'a demandé mon ami Marc quand nous étions sortis prendre des bières. Quelques semaines plus tard, j'ai entendu dire que c'était gênant. J'ai haussé un sourcil. Gênant, ai-je demandé, faisant l'innocent. Ouais, a-t-il dit, se penchant comme s'il allait me confier un secret d'État. Eliana et Ézéchiel se sont disputés juste là, à la réception. J'ai ricané. On dirait que les vieilles habitudes ont la vie dure, maintenant je vais mieux. J'ai déménagé dans un endroit plus petit. Rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi. J'ai recommencé à pratiquer des passe-temps que j'avais laissés de côté pendant que j'étais occupé à être un bon mari. Je me suis remis à la menuiserie, j'ai appris à faire des grillades comme un pro, j'ai même recommencé à aller à la pêche avec de vieux amis que j'avais perdus de vue. Et Eliana aux dernières nouvelles, Ézéchiel l'a quitté. Il l'a quitté comme elle m'a quitté. Sauf qu'il ne s'est pas donné la peine de faire le discours ce n'est pas grave, il a juste fait ses valises et est parti. Zoé n'a pas appelé depuis des mois ni pour les fêtes, ni pour les anniversaires rien. C'est triste, bien sûr, mais je m'en suis accommodé. Le fait est que parfois, les gens vous montrent qui ils sont vraiment, et c'est à vous de décider ce que vous allez faire de cela. Pour moi, cela signifiait partir, même quand ça faisait terriblement mal. Et vous savez quoi, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise.